Bienvenue sur Change and Chill, le podcast où l'on parle de changement simplement. Je suis Olivier My et avec mes invités, nous explorons comment le changement peut être une force positive dans nos vies. Des histoires inspirantes avec une touche de légèreté. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Le Goff. Salut Julien, comment ça va ? Salut, ça va et toi ? Ça va, on a fait une petite marche digestive. Exactement. On pensait manger tranquille et puis maintenant on a déjà envie de dormir. On a pris... le tagine était copieux. Le tagine était copieux, mais super pour cette marche digestive. Une petite visite de Bordeaux, au soleil, pour pouvoir discuter avec toi. Donc merci de m'accueillir chez toi d'ailleurs. Donc on a fermé la porte parce qu'il y a un petit jardin à côté avec le bruit des petits oiseaux. Mais vraiment, c'est top. Merci beaucoup pour ça. Avec plaisir. C'est un plaisir de t'accueillir à Bordeaux. Tu vois mon univers, le lieu dans lequel j'évolue, parce que c'est une ville qui quand même... je suis attaché à cette ville pour plusieurs raisons. Donc, bienvenue. Bienvenue à Bordeaux, bienvenue chez moi. Ah, c'est top. Pour démarrer cet épisode, je m'étais dit que je ferais un truc différent de ce que j'ai fait avec les autres. Et avant de te présenter directement, je vais poser une petite question pour lancer la chose. Ok ? Si tu avais un super-héros que tu devais incarner, lequel ce serait ? Oh là, c'est une très très bonne question. On me l'a déjà posée il y a quelques mois. Je dirais vraiment celui qui a bercé mon enfance, c'est Batman. Ok, tu peux nous dire un peu plus sur ça ? Batman, c'est un sacré personnage parce que il est à la fois un peu martyrisé parce qu'il a une enfance, il a perdu ses parents, enfance difficile, mais c'est quand même un personnage qui est extrêmement courageux, qui est doté d'une force redoutable et qui m'a un peu appuyé dans les moments où, quand c'était difficile quand j'étais jeune. En fait, je me suis un peu retrouvé dans ce personnage et puis le côté un peu sympa, c'est que c'est quelqu'un quand même qui met des sacrés branlés et qui a un fort goût pour la technologie qui fascine tout le monde, donc et moi le premier, donc ouais, c'est un personnage qui m'a fait rêver. Donc Batman. Et du coup, quand on parle de Batman, on parle souvent de Robin. Est-ce que toi, tu as un Robin ou une Robin ? Non, j'ai pas de Robin. Puis Robin, il a quand même un côté assez violent. Robin, quand il évolue, quand il est en phase de devenir aussi fort que Batman, il est quand même bien ravagé aussi dans sa tête, Robin. Donc non, ce serait à la fois un peu spécial de devoir aider un jeune dans ce sens, quoi. Donc du coup, on va plutôt rester sur Batman, et c'est très bien. Ça va être très bien. Merci pour ta réponse. Et ce que je te propose, est-ce que, au-delà de la partie un peu fantaisiste du héros, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi ? Qui bien tu sûr. es, si tu peux te présenter. Alors, je m'appelle Julien. Je vis à Bordeaux depuis 8 ans. J'ai monté 2 projets à Bordeaux. J'ai ma société depuis 2017 et une association liée à la cuisine depuis 2022. Et est-ce que tu veux bien nous en donner les noms, tant qu'à faire ? Bien sûr. Ma société, elle s'appelle Colloque de Chefs. C'est de la location de cuisine pour les professionnels. Et mon association, c'est la Cuisine de Camille, où on propose des ateliers inclusifs autour de la cuisine et des team building pour les entreprises, où on y fait du management inversé, de la cohésion de groupe autour de la cuisine. Super. C'est un projet qui est super, j'y étais tout à l'heure. Et donc j'ai pu voir non seulement les lieux qui étaient très sympas, très ouverts, et on sent qu'il y a cet esprit derrière de solidarité, d'inclusion, de diversité. Donc si vraiment vous avez l'occasion d'y passer, n'hésitez pas. Du coup, ces 2 projets-là, on sent qu'il y a un thème autour de la cuisine. Est-ce que c'est quelque chose qui, toi, a été une passion ? Est une passion, je suppose, en tout cas si tu y es. Est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as appris ? Oui, alors la cuisine, ça m'a bercé depuis ma tendre enfance, on va dire. J'ai un univers très lié à la cuisine depuis qu'on est petit. Mon grand-père était chef dans la gastronomie. Ma grand-mère a aussi travaillé dans la restauration. C'est dans ce domaine qu'ils se sont rencontrés dans le sud de la France, à l'époque. Et donc, dans la famille, on s'est tous cuisinés. Ils nous ont tous transmis ça, tous transmis des bases. Et j'ai appris de manière plus professionnelle lorsque j'ai monté la société en 2017. Donc 2017, on est 2024, donc ça fait 7 ans. Exactement. Ça fait 7 ans et tout simplement pour gagner un peu en crédibilité, parler le même langage que mes clients, se faire accepter, parce que le milieu de la cuisine, c'est des milieux où il y a des égos très forts. C'est assez dynamique, bruyant. On aime bien que ça aille droit au but, rapide, vite. Donc oui, pour déjà par passion, j'ai passé un CAP cuisine, aussi une habilitation à conduire une activité de conserverie pour pouvoir aussi aider les gens à faire leurs conserves, avec des méthodes et des process, forcément. On veut empoisonner personne. Et donc oui, j'ai passé ces diplômes pour pouvoir apprendre, mieux incarner le produit, le service, ouais.
Bah, c'est super. Et comme tu le sais, le thème du podcast tourne autour du changement, des choix de vie, de ce qui nous aide à passer de la décision à l'action. Et quand je t'en avais parlé, tu m'avais dit « Ah, j'en ai plein dans ma vie à te raconter ». Et ce que je te propose, c'est qu'on retourne un petit peu dans le passé et qu'on remonte tout simplement jusqu'à aujourd'hui pour expliquer ce qui fait que tu fais ce que tu fais aujourd'hui, pour nous donner un peu de cohérence à tout ça. Du coup, pour commencer, tu viens d'où? Parce que tu nous as parlé de tes grands-parents qui étaient en sud de la France, mais est-ce que tu es de là ou pas? Alors moi, je viens de Bretagne. Je suis né à Vannes, dans le Morbihan. Ouais. J'ai grandi jusqu'à mes 19 ans en Bretagne. J'ai fait un peu tous les départements. Hein. J'ai un peu voyagé en Bretagne avant de pouvoir oser, lors de mon passage à l'âge adulte, changer de ville et d'environnement et découvrir d'autres horizons. Ouais. Et donc, entre 15 et 20 ans, est-ce que le monde de la cuisine, c'était déjà quelque chose qui t'intéressait ou est-ce que tu avais autre chose en tête? Non, pas de cette manière-là. J'avais un goût prononcé forcément, parce qu'à la maison, on mangeait bien. Mais j'avais pas du tout ça en tête. J'ai un parcours très atypique, dans le sens où j'ai vraiment fait des études très différentes, tout simplement pour me trouver. Je savais pas vraiment ce que j'allais faire, donc un peu poussé par la curiosité, toujours intéressé à des choses pour essayer d'avancer. Hein. Et même si parfois ça peut être long, il faut persévérer. Donc j'ai passé des diplômes plutôt dans l'univers assez technique, industriel. Ouais, industriel, une spécialité particulière? Oui, type l'ajustage. C'est quoi l'ajustage? L'ajustage, j'ai passé un diplôme qui s'appelle technicien outilleur. Ok. J'ai passé le BEP Bac Pro technicien outilleur. Tout simplement, ça permet de travailler au micron des pièces mécaniques de grande taille pour en faire des objets de précision. Donc là, par exemple, moi, je travaillais dans une usine de voitures. On fabriquait les outils qui emboutissent la carrosserie des voitures, voilà, pour une marque française. Ah, d'accord. Donc ça, c'est un peu le démarrage? Exactement. Ok, donc t'es parti dans cette direction-là. T'as fait ça longtemps? Par défaut, j'ai fait ça pendant 2 ans, pour le temps d'avoir mon bac pro, avoir cette clé qui permet d'aller à la fac, dans toutes les facs publiques. Ouais, je comprends. Et donc de découvrir la vie étudiante. Et juste pour aussi avoir un bagage pour pouvoir faire quelque chose au cas où. Hein, c'est toujours ce au cas où, il faut que je fasse des choses. Donc t'étais quand même plutôt précautionneux dans ta manière d'appréhender la vie et le chemin que tu as pris? Tout à fait. Je voulais surtout pas me retrouver sans rien. J'ai quand même compris que être dans la difficulté, parce que je viens d'une famille très modeste, voire pauvre, hein, on n'était pas vraiment bien lotis au départ. Donc je me suis dit qu'il fallait quand même que je m'intéresse à des choses. À force d'accumuler des connaissances, on devient quelqu'un de plus intéressant et qui a forcément des choses à dire et des choses à proposer. Donc on peut trouver plus facilement sa voie de cette manière-là. Donc oui, j'ai commencé par m'intéresser sur ces domaines-là par défaut. Voilà, bien sûr, parce que j'étais un élève moyen. Sans faire de mauvaises allusions à la cuisine, pour moi, l'école, j'ai pas des super souvenirs. Pour moi, c'est un énorme buffet où on t'oblige à tout ingurgiter. Et moi, j'ai toujours détesté ça, qu'on me force à faire des choses. Ouais. Et donc, je préférais prendre un peu de ci, un peu de ça. Et puis, il faut savoir bien le préparer. Donc, il faut donner envie aux gens, aux enfants d'apprendre. Et on donnait pas forcément envie de goûter à tel ou tel plat. Voilà. Donc, il fallait le manger, c'est tout. Voilà, il fallait juste manger. On nous a, voilà, donc. Et d'ailleurs, on te dit ce qui est bon et ce qui est pas bon. Voilà, c'est ça. Mais à l'école, t'es obligé de tout prendre. Oui, c'est ça. Même si ça n'a pas faim ou plus faim. Voilà, et même si ça t'intéresse pas, t'es obligé. Alors, bien sûr, il y a des limites à tout ça, mais je fais partie des catégories de personnes qui ont besoin d'admirer la personne en face pour pouvoir ingurgiter des informations plus facilement. Et ça n'a pas toujours été le cas. Et ça n'a pas toujours été le cas. Ça a été très difficile à certains moments. J'ai l'impression qu'on a un petit peu, toutes et tous, cette expérience aussi de l'école, sous un certain angle, hein, bien sûr. Et donc, du coup, tu commences par la partie outillage, la partie voiture. Hein. Ouais, je suis bagage technique. Ensuite, j'ai totalement arrêté. Ouais. Pour aller ensuite, j'ai voyagé, j'ai travaillé et j'ai voyagé. Ok, super. Et donc, juste avant que tu démarres ce long voyage, tu t'es dit j'arrête et je me barre. Qu'est-ce qui t'a fait passer à l'action? C'est-à-dire que tu as quand même tenu 2 ans dans cette expérience-là, mais qu'est-ce qui a déclenché ce départ? Qu'est-ce qui a déclenché ce départ? Alors, c'est très simple. J'ai grandi dans un univers, dans une petite ville dans le Morbihan qui s'appelle Lorient. Et c'était une période qui était très difficile. Pourquoi? Parce que j'ai vécu dans cette période chez mon père, avec qui je m'entendais pas très bien à l'époque, où c'était difficile de se comprendre en tout cas. Mm-hmm. Donc, j'étais pas souvent à la maison. J'ai souvent fait n'importe quoi. Mais j'ai quand même gardé le cap de l'école pour avoir une ligne de conduite. J'avais quand même ma famille qui était là.
Donc j'ai su à un moment donné prendre la décision d'arrêter de faire n'importe quoi et parce que je voulais grandir simplement. Donc quelques électrochocs quelques années plus tard, j'ai pu tout simplement prendre le courage à deux mains. J'ai suivi ma copine de l'époque et on est parti donc dans une autre ville des Deux-Sèvres. Ah, super. Où j'ai travaillé un petit peu pour pouvoir sortir un peu du mood pas forcément positif dans lequel j'étais. Et ça m'a vachement apporté parce que j'ai fait plein de boulot. J'ai rencontré des nouvelles personnes, des amis avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. On est assez proches. Et puis à partir de cette époque, j'ai vraiment commencé à grandir et à devenir un adulte un peu plus responsable. Mais je trouve ça fascinant dans ce que tu dis. Il y a une dimension où tu as eu une vie un petit peu difficile, avec un contexte familial qui était particulier. Mais tu t'es quand même dit, voilà, il faut que je garde une ligne directrice qui me permet, le cas échéant, de pouvoir m'en sortir. Donc d'être adaptable dans la vie de tous les jours. Il s'avère que parfois on part un peu dans tous les sens. Et ce que j'adore dans ce que tu racontes, c'est il y a un déclencheur, il y a quelque chose, en fait, un événement qui a fait que maintenant, voilà, faut faire autrement. Est-ce que tu peux nous en dire plus, même si tu es libre de pas nous dévoiler vraiment tout ce qui s'est passé, mais ce qui fait justement que ça a été un déclencheur de maintenant, faut que j'arrête les conneries. Parce qu'il y a des personnes qui ont été dans ta situation, mais qui, eux, n'ont jamais réussi à arrêter de faire. Et donc, je trouve que c'est intéressant de pouvoir aborder ce sujet-là. Oui, alors, il y a eu plusieurs éléments déclencheurs, mais il y en a eu un qui m'a vraiment marqué, c'est quand j'ai fait du mal à ma grand-mère, parce que j'ai fait une grosse bêtise, et puis dans cette bêtise, j'ai cassé sa voiture. Ça a été assez douloureux pour elle, parce qu'en plus, j'ai risqué ma vie, vraiment. Donc j'ai eu un très grave accident qui m'a fait prendre conscience qu'il fallait que j'arrête de faire n'importe quoi et que je me prenne en main. Et c'est à partir de là où après j'ai pu commencer à découvrir et à profiter un peu plus de la vie et à tester des choses. Voilà. Super, merci pour le partage. Et ce que je trouve super important dans cette description que tu nous donnes, c'est que dans les cheminements qu'on a dans la vie, il y a grosso modo deux manières en fait d'amorcer un changement. Soit on le fait pas à pas, mais ça veut déjà dire qu'on sait où on veut aller et qu'on va faire le cheminement au fur et à mesure. Soit on a quelque chose de très brutal qui nous fait tourner la tête dans un sens qu'on n'avait pas eu au départ. Et j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé pour toi. C'était tellement brutal, non seulement ça a eu un impact sur ta vie à toi, mais aussi sur les gens qui t'entouraient et les gens que tu aimes. Ouais, tout à fait. Tout à fait, ça m'a vraiment réveillé pour le coup. Et puis le fait d'être autonome, vraiment, de se débrouiller par soi-même, d'avoir son propre salaire, de le faire de la meilleure des manières possibles. Et puis j'étais pas tout seul, j'ai suivi ma copine à l'époque, même si on s'est séparés très vite. C'était quand même un bon starting block. Une personne avec toi, ça a été un moteur pour te déplacer déjà, tu disais ? C'est ça, je voulais qu'elle soit... on veut tous que la personne avec qui on vit soit fière de nous. Donc même si on est jeune, on a quand même envie de rendre l'autre fier et forcément t'as envie d'avancer. Et puis à partir de là, j'ai travaillé. J'ai également repris un peu l'école. Donc là, deuxième gros changement, c'est que je voulais pas travailler pour travailler. Je ne voulais pas tout simplement travailler pour gagner de l'argent et métro boulot dodo, ça m'intéressait pas. Donc je me suis dit, tiens, tu t'intéresses aux sciences humaines. J'ai une copine qui m'a dit, mais t'es quand même quelqu'un avec un très bon niveau d'écoute, de compréhension, d'empathie. Renseigne-toi sur les métiers liés au social, au contact humain, à la psychologie. Et puis comme je commençais un peu à lire des livres grâce à elle, entre autres, je me suis lancé, comme j'avais le bac en poche, qui était une clé qui ouvrait des portes. Tout à fait. Je me suis lancé dans cette filière où tout le monde va par défaut. Je me suis lancé à la fac de psycho, où j'ai passé 2 ans. Fac de psycho. Ouais, j'ai fait une fac de psycho à Angers, à Belle-Beille. Et c'était bon, j'étais pas très assidu, mais j'ai eu quand même plusieurs semestres. J'étais très fort en TD et à l'oral parce que j'adorais découvrir les métiers, creuser, faire des recherches. Ça faisait vraiment partie des choses que j'ai apprécié faire là-bas. Et puis découvrir la vie étudiante, je voulais pas louper ça, comme beaucoup. Et j'ai appris énormément. J'ai appris à parler plusieurs langues parce qu'on se fait des amis qui viennent de tous les horizons. C'était une expérience incroyable. J'en garde un souvenir vraiment fascinant. 2 ans et demi, j'y ai passé. Donc là, 2 ans et demi, c'est les études. Voilà. Donc après cette année de travail, cette année où je suis passé du jeune ado perdu à un jeune adulte qui commence à trouver sa voie et à s'intéresser à des choses et à apprendre. C'est marrant parce que ça veut dire que tu commences par un métier par défaut, en tout cas pour avoir ton bac, parce que tu me dis, donc une dimension plus technique. Puis ensuite, tu sens que tu as une appétence / une compétence pour les gens.
et donc tu te dis, voilà, je vais aller dans cette direction qui semble me correspondre, qui est la psycho. Mais quand tu vas dans cette direction-là, tu sais ce que tu veux faire après, au-delà de juste la fac de psycho? Pas du tout, je m'en suis rendu compte très vite que ça allait pas être pour moi. Mais par contre, je voulais apprendre des choses, je voulais profiter du moment dans lequel j'étais. Et j'ai eu plusieurs semestres, j'en ai eu 3, il me semble. 3. Les autres, j'étais pas très assidu et du coup, j'ai commencé à lâcher petit à petit. Puis c'est aussi à partir de ce moment-là où j'ai commencé à voyager. J'ai très vite trouvé un travail en parallèle pour gagner un peu plus d'argent, pour pouvoir subvenir à mes besoins. Et j'ai commencé à voyager un peu partout en Europe à partir de ce moment-là. Ah bah super, bah là on va pouvoir démarrer sur cette dimension de voyage parce que j'ai plusieurs invités et probablement des prochains aussi qui me parlent de leur voyage. Et c'est souvent les voyages qui ouvrent des vannes, qui ouvrent des perspectives. Et donc je suis vachement curieux de savoir quelles sont les ouvertures que ça t'a apporté à toi. Ouais, ce qui est assez incroyable avec les voyages, c'est l'ouverture, donc comme tu dis, l'ouverture que ça t'apporte, l'ouverture d'esprit, l'apprentissage au niveau de la langue. Tu pratiques l'anglais, t'as pas trop le choix, parce que t'as beaucoup de gens qui parlent anglais, qui viennent du monde entier, qui voyagent en Europe. J'ai rencontré beaucoup plus d'étrangers qui venaient des différents pays que des locaux. Ça arrive tellement souvent, ça. Et du coup, c'est là que tu te rends compte à quel point les voyages rallient, que on est peu de choses et que les frontières, c'est rien. Parce qu'une fois que tu te rencontres, tu te rends compte qu'en fait, tu découvres des personnes qui sont comme toi, qui sont curieux. Et peu importe d'où tu viens, tu vas avoir des choses à raconter, des expériences différentes à raconter. Et puis, il se passe des choses incroyables. Quand tu fais la fête, quand tu rencontres... Des fois, on est parti à 5 de la France. On est revenu à 2 ou 3. Vous en avez perdu en chemin. Ouais, t'en perds en chemin. Quand tu fais des road trips, c'est particulier. Moi, je voyageais sans papier d'identité. À l'époque, tu pouvais le faire. J'avais une photocopie couleur de ma carte d'identité. Ouais, ok. Ma carte bleue, mon sac à dos avec 2 semaines de fringues, mais qui durait 4 mois. et puis vas-y, quoi. En 4-5 ans de voyage, j'ai dû faire à peu près 11 pays, plusieurs fois. J'ai dû faire des milliers de kilomètres en train, 13 000 kilomètres en stop. 13 000 kilomètres en stop. Voilà. Et j'ai dû faire des centaines de rencontres, dont une dizaine qui m'ont vraiment marqué, qui m'ont fait grandir. Ouais, est-ce que tu peux nous en raconter au moins une? Bien sûr, il y en a une, la plus proche. J'ai beaucoup voyagé en Allemagne, dans des petites villes de campagne. Et la culture est quand même là-bas assez différente d'ici, dans le sens où ils sont beaucoup plus ouverts, accueillants. Enfin, en tout cas, avec des étrangers. Étrangers voisins, parce qu'on les Allemands, c'est vraiment nos cousins, quoi. Mais c'est un pays qui m'a marqué, aussi bien par l'accueil que j'ai eu. Ils m'ont vraiment marqué. Et le côté solidaire, même dans des petites villes, m'a vraiment marqué également. Et j'ai passé parfois 2 semaines avec un groupe de jeunes que j'avais rencontrés par hasard et sous l'eau avec un échange au hasard, il pleuvait sous un abribus, avec mon ukulélé entre les mains, je jouais une petite chanson, forcément, on te regarde, ça interpelle qui est cette personne qui chante en français ou en anglais et qui a pas l'air de venir d'ici. Et forcément, ça crée des liens très rapides. Tu discutes, ils t'invitent chez eux, tu cuisines bien, ils veulent que tu restes plusieurs jours, ils t'emmènent dans des soirées underground, c'est assez ouf, quoi. C'est-à-dire qu'à l'époque déjà, tu faisais déjà là un peu à manger. Oui. Étant donné que quand t'es étudiant, t'as pas trop d'argent, tu dois faire beaucoup avec peu pour pas t'ennuyer. Il y a plein d'étudiants, ils préfèrent acheter de la malbouffe pas chère et puis... ça, après, c'est l'éducation. Hein. Moi, je suis désolé. C'est une phrase que j'aime beaucoup dire. Si t'as pas d'argent, t'achètes des légumes, tu fais de la soupe et tu fais pas chier. Hein, non, mais c'est vrai. Ça, c'est mon grand-père qui disait ça. Mais je pense qu'effectivement, il y a une inspiration de ton contexte. Il y a quand même des gens qui faisaient à manger aussi chez toi. Peut-être que ça a eu une influence, en tout cas pour la suite. Ouais, tout à fait. Mais avec 3 ingrédients, j'ai beaucoup d'amis qui peuvent témoigner, qui me connaissent très bien, qui peuvent te dire que je leur fais des repas incroyables et ils s'en souviennent encore. Donc, et vraiment avec 3 ingrédients, je rigole pas. Hein. Donc, c'est oui. Donc, forcément, quand tu t'appelles un peu Joe la débrouille, les gens apprécient parce que tu leur apprends des choses et puis tu partages énormément de choses. Donc, ça marque, ouais. Ça marque et les liens que tu peux créer, les petites passions qui peuvent se créer aussi avec des personnes, tu t'y attends pas. C'est assez marquant, ouais. Mm. Et comment est-ce que tu gérais cet imprévu? Parce qu'au final, toi, tu vas te balader, tu avais peut-être des attentes par rapport à ce voyage, ce fameux plan qu'on a tendance à faire dans la vie, hein, et dans le monde de l'entreprise que moi j'accompagne, c'est ça, on fait beaucoup de plans. Et derrière, toi, tu es en train de jouer du ukulélé sous un abribus, et puis d'un coup, tu as des gens qui viennent te voir, et d'un coup, peut-être ce que tu avais prévu de faire après, tout vole en éclats parce que tu vas aller faire la teuf avec d'autres gens, quoi. Exactement. Et ça, c'est pas grave. Parce que les voyages étaient un peu articulés de cette manière volontairement.
On avait un tracé dans notre tête, Ouais. mais le timing et le délai pour y arriver n'étaient pas clairement définis justement pour ça. Vivre dans l'instant présent, en fait. Se laisser porter, avoir juste de quoi ne pas être en galère. Enfin, en trop grosse galère. Trop grosse galère, ouais. Parce que je me suis retrouvé des fois dans des situations assez cocasses ou difficiles, mais il n'y avait pas cette inquiétude-là. T'as la confiance aussi, t'as cette naïveté, cette insouciance qui fait que tu vas t'en sortir quoi qu'il se passe. Et puis quand t'as eu l'habitude de toujours te débrouiller par toi-même, ça c'est aussi un peu dans l'éducation ou dans ce qu'on t'a un peu imposé en termes de rythme de vie, eh bien t'as pas vraiment peur de ça. Et c'est un peu le côté optimiste que je garde qui me caractérise, j'imagine, mais tout le monde n'est pas comme ça. Hein. Attention, il y en a, ils supportent pas, faut que ce soit tout tracé, prédéfini, faut qu'à la sortie de la gare, les valises soient dans un hôtel et ensuite on peut faire des choses. Alors oui, on fait ça, mais il y a une part quand même d'aventurier et de découverte qu'on ne se refusait pas. C'est ce que j'aime dans ce que tu racontes et qui est la beauté de qui tu es aujourd'hui, c'est que, il y a une dimension d'instant présent qui est très forte. C'est pas la première fois que tu l'évoques là dans notre discussion. Et ça change énormément la donne parce que ça te permet de profiter au maximum de ce qui se passe et de pouvoir beaucoup plus facilement saisir les opportunités. C'est-à-dire que si tu avais tout quadrillé, tout cadencé avec les horaires, les horizons, les destinations, les étapes, t'as des gens qui viennent te voir pour te proposer quelque chose, impossible pour toi de dévier du plan. Alors que ça se trouve, c'est la meilleure expérience de ta vie qui se profile. Ça se trouve, les meilleures rencontres de ta vie aussi. Et tu as la capacité de le faire. Donc c'est ça le premier aspect de l'instant présent. Et il y a le deuxième aspect de la débrouillardise qui t'a enlevé en fait la crainte justement de cet imprévu. Et je trouve que c'est ça que tu décris qui est extraordinaire parce que tu navigues naturellement dans un océan d'incertitude sans avoir la peur de dire je vais couler, tout simplement parce que je vais me démerder quoi qu'il arrive. Et tu as eu ces compétences-là pour pouvoir te débrouiller. Tout à fait. Après, il y a quelques notions très précises à garder en tête et à avoir pour pas finir dans la rue sans toit sur la tête. Hein. Je dis pas que ça m'est pas arrivé de dormir dehors, hein, mais c'était très rare parce qu'il y avait toujours un minimum de prévision pour avoir un toit sur la tête pour pouvoir quand même être un minimum confort. Après, moi, je voyageais beaucoup la nuit dans le train pour m'éviter d'avoir justement cette pression de où est-ce que je vais dormir, est-ce que je vais vraiment trouver un endroit où je vais être content de m'y installer, parce que il y a rien de pire que de louer une chambre dans une auberge de jeunesse où tu te sens pas du tout à l'aise et qui est vraiment désagréable. Ah oui, donc en fait, tu avais un toit avec le train. Ouais, la plupart du temps, je voyageais la nuit. Donc je dormais dans le train. Je faisais en sorte d'avoir toujours suffisamment de voyage et du sommeil pour pouvoir le matin pouvoir démarrer ma journée, prendre un café, un petit truc à manger et hop, c'était reparti pour la journée, quoi. Et ce moment que tu nous as évoqué d'une manière très brève, mais que j'aimerais bien réattraper, c'est quel a été le moment où tu as été un peu limite quand même? Tu sens que ça a été un peu chaud, ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Et tu dis que je me suis toujours retrouvé dans des situations où ça allait jusqu'à une certaine limite, quoi. Quelle a été un peu la pire situation que tu as vécue en étant en voyage comme ça? Oh, j'en ai plein. T'en as plein en plus. Ouais, mais je vais t'en dire une en particulier qui est un peu qui est gentille. C'est pas la plus difficile à raconter. Mais ouais, on s'est fait... alors ça aussi, c'est des fois... Hein, et c'est pour ça qu'il faut toujours respecter les règles et jamais frauder. Mais... Il en sourit. Mais une fois, j'ai un ticket qui était dépassé. L'heure était dépassée, j'avais pas fait attention. Et c'était en République tchèque. Pour le coup, là-bas, ils aiment pas trop les touristes étrangers. Hein. On est un peu des attrapes... on est une machine à fric pour eux. Hein. Mais en tout cas, en termes quand tu voyages en tant que touriste... Hein, et je me suis fait attraper avec ma bande de copains avec un ticket qui était dépassé et on est tombé sur un malfrat qui s'est fait passer pour un contrôleur. Et nous, on y a cru jusqu'au moment où on voyait bien qu'à la fin, il appelait jamais la police, mais qu'il devenait menaçant, agressif, et qu'il était de mèche avec les gars de la sécurité de la rame de métro. Donc il y a eu des situations un peu difficiles où il a fallu qu'on court. Aïe. Qu'on court très vite, et heureusement, d'ailleurs, si... j'ai 2 amis avec qui on était, qui sont toujours ensemble, qui aujourd'hui sont mariés, qui ont des enfants, qui vivent à Angers. Si aujourd'hui ils écoutent, ça va être rigolo parce que je parle d'eux. Heureusement que sa femme parlait russe, parce que là-bas ils parlent le tchèque, mais ouais. Ils apprennent le russe aussi un peu à l'école. Et elle a pu se débrouiller avec eux, en se laissant un petit peu amadouer par le type. Et on a pu quand même, comme ça, déjouer son attention. Et à un moment donné, on est parti. Ils ont jamais rattrapé, mais c'était tendu, ouais. Parce que quand on est arrivé à l'hôtel, on nous a expliqué que c'est très régulier que des touristes se font agresser, violenté et dépouillé pour un ticket de métro. Donc, ouais. Ah ouais.
Donc ouais, il y a eu des petits coups de chauffe comme ça où on a eu chaud. Ouais, ça arrivait plus d'une fois. Ouais. Au moins, c'est apprenant pour la suite. Oui, c'est-à-dire de faire très attention à qui tu parles, hein, surtout quand tu connais pas. Donc faut bien se renseigner, surtout qu'aujourd'hui, maintenant, déjà à l'époque, il y avait quand même assez d'informations qui circulaient, que ce soit sur les livres ou sur Internet. Mais aujourd'hui, c'est hyper facile. T'as des dizaines et des centaines de guides en tout genre, que ce soit du podcast, du blog ou du bouquin papier qui t'explique comment faire et où aller et ne pas aller, et surtout les erreurs à ne pas faire dans certains pays. Ouais, ils te préviennent un petit peu des potentiels risques que tu peux avoir. C'est marrant parce que je me rappelle que selon les pays dans lesquels je suis allé, il y avait effectivement toujours des règles sur attention, ne prenez pas ce taxi-là ou ne prenez pas ces transports-là parce que c'est soi-disant moins cher ou plus cher et faites gaffe à ces entourloupes-là. Le truc courant pour les touristes, c'est ça, je me suis fait tellement avoir les taxis. Laisse tomber, c'était les premières fois en général. Hein. Quand t'es fatigué et que t'as juste une seule envie, c'est de retrouver un endroit où te poser, tu peux très facilement te faire avoir. Bah, c'est rapide, hein, et en même temps, c'est une opportunité qu'ils saisissent. Hein. Mais aujourd'hui, faut le vouloir pour se faire avoir, dans le sens où il y a suffisamment d'applications avec de multiples fonctions qui permettent d'avoir un peu un tout en un et qui te facilitent vraiment la vie. Hein. Donc aujourd'hui, faut quand même vouloir pour se faire avoir avec un taxi. Et encore, dans certains pays ici, hein, aujourd'hui quand même, t'as accès à énormément d'infos. Donc moi, je conseille toujours maintenant à quelqu'un qui veut voyager de pas non plus aller la tête haute, mais dans l'inconnu. C'est-à-dire qu'il faut quand même un peu se renseigner. Mais ouais, non, c'est... Et donc, dans cette aventure de voyage, parce qu'il y a cet élément qui n'est pas clair pour moi, c'est tu te lances dans le voyage, tu disais que tu travaillais aussi. Qu'est-ce qui t'a amené en fait à faire tout ça ? Est-ce que pour toi, tu t'es dit, je m'y retrouve pas en fac de psycho et donc je vais aller me balader et peut-être que je trouverai quelque chose ? Qu'est-ce qui a motivé en fait tout ce mouvement-là ? Oui, ça, au-delà de la fac, c'était surtout qu'est-ce que je voulais faire dans la vie, pourquoi je suis ici, quoi. La question que tout le monde se pose, hein, tout simplement, je voulais profiter vraiment du voyage le plus longtemps possible, jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose dans ma tête et que j'ai envie de faire et que j'ai du cœur à le faire. J'avais pas le cœur d'aller dans une voie professionnelle, dans des études précises. Je me suis dit, qu'est-ce qui me reste ? Bon, ce que je sais faire, c'est travailler pour obtenir un peu d'argent. C'est facile, je sais faire pas mal de choses. On va le faire quelques mois en intérim. En Bretagne, il y a beaucoup d'usines de gâteaux, d'usines de légumes, d'usines de... Voilà, c'est facile de travailler quand t'es étudiant en Bretagne, de gagner 1 800 €, 2 000 € par mois. Quand t'es jeune, t'as un peu d'énergie. C'est dur comme métier, mais tu peux gagner un peu de sous et tu peux démarrer comme ça. Et puis j'ai fait pas mal d'animations commerciales aussi à côté pour des boîtes d'événementiel. Donc ça, plus l'usine, je me suis dit c'est dur, mais les voyages vont m'ouvrir l'esprit, vont me faire rencontrer des gens, il va se passer des choses. Ouais, donc tu avais quand même eu l'occasion de gagner de l'argent, mettre de côté pour pouvoir partir en voyage. Et dans ces voyages-là, t'as pas juste profité, alors t'as aussi travaillé là-bas ? Non. Ok. Alors, si, un des premiers gros voyages que j'ai fait, c'était, on a fait de l'espionnage industriel. C'était officiel ça ou pas ? C'était officiel. C'était, alors, faut faire attention à ce que je dise, mais de toute façon, je me rappelle plus de l'entreprise. Mais c'était une entreprise qui nous avait sollicité. C'était un des copains avec qui on avait organisé ce voyage, qui nous avait été financé parce qu'on avait aidé des associations publiques de la ville pour des jeunes de quartier. Donc nous, on faisait de la musique, on pouvait donner du temps pour eux. Et en échange, on avait le droit à des aides pour répondre à des dossiers de subvention, pour financer des voyages et revenir et du coup raconter notre histoire et faire un retour, voilà. Oui, donc vous alliez simplement naviguer assez proche d'une entreprise potentiellement et puis vous rameniez les informations que vous aviez pu avoir. En fait, voilà. Et en plus de ces subventions qu'on a eues, qui nous ont financé le transport, la nourriture et les loisirs pour faire un peu la fête, s'acheter des choses sur la route et subvenir aux extras, aux imprévus, on s'est dit il en a besoin d'un peu plus. Donc un de nos copains avait une connaissance dans la famille qui avait une entreprise de cosmétiques et il nous avait demandé de faire de l'espionnage dans des petites supérettes ou des petits kiosques qui vendaient des peignes, du maquillage, des brosses, des épingles à cheveux, et on devait faire un petit dossier, ramener pas mal d'informations car il voulait attaquer ce marché-là.
Oh, bah c'est mignon C'est encore. mignon. Oui, ça va. C'est juste. En fait, c'est une étude de marché, simplement. C'est ça, sauf que c'était interdit de prendre des photos et des vidéos dans tous ces pays-là. D'accord. Quand tu essaies de faire ça dans des pays du Balkan jusqu'à République tchèque ou Hongrie, ils aiment pas trop. Ouais, je comprends. Parce que t'es blanc avec ton sac à dos, t'es noirci de visage par le soleil tellement que tu marches dehors. Ils se doutent bien que t'es pas là. Ouais, j'imagine. Donc ouais, ça nous a aidé un petit peu. Donc on a fait ça. Ça nous a quand même financé, je sais pas, un quart du voyage aussi. Donc oui, j'ai fait pas mal de petites choses pour pouvoir comme ça financer mes voyages sans gaspiller tout mon argent. Après, c'était une période de ma vie où je profitais beaucoup. Donc je voyageais, je travaillais, je voyageais, je travaillais. Voilà. Tout simplement jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Ou que j'ai envie de m'investir dans un projet qu'on appelait travail, quoi. Ouais, et justement, pour cette période-là de voyage-travail, entre guillemets, en attendant qu'il y ait la petite cloche qui sonne, hein, de ce que j'entends, qu'est-ce que toi t'en retiens? Qu'est-ce que j'en retiens de tout ça? C'est heureusement que je l'ai fait. Heureusement que tu l'as fait. Et s'il y avait un apprentissage particulier qui t'a peut-être aidé par la suite, ou même que tu gardes encore aujourd'hui, ce serait quoi? Bah, je conseillerais à tout le monde de le faire. Et si on n'a pas l'ouverture, il faut se forcer un peu, parce qu'au final, ça t'apporte énormément. Alors tout le monde n'a pas l'état d'esprit ou l'envie de le faire, peut-être, mais c'est incroyable ce que ça peut t'apporter en fait. Et passer à côté, je trouve ça tellement triste. Ok, est-ce que tu peux nous dire ce que toi, ça t'a apporté? Moi, ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a ouvert vers les autres, moins peur des autres. Mais t'as déjà eu peur des autres ou pas? Pas vraiment. Ça veut dire Mais, que t'as quand même le contact facile, hein, de manière ouais. générale. Mais moins peur d'aller vers l'inconnu, parce que je l'avais quand même un petit peu. J'ai mis du temps à quitter ma Bretagne. Hein. Ah bah, Attaché je comprends, à ma Bretagne, j'ai mis du temps, j'avais peur d'aller ailleurs de peur d'être déçu. Et au final, j'ai bien fait parce que ça m'a appris à composer avec ce qui t'arrive de positif dans la vie. Voilà. Et du coup, je me suis toujours laissé porter suite à ces voyages, comme ça, là où le vent m'a mené, avec mes décisions, hein, mais où le vent m'a mené, composer avec ce qui t'arrive, de manière à toujours en tirer des choses positives. Et ça, c'est une grosse force, c'est un gros point que ça m'a apporté. Et ça, c'est super ce que tu dis parce que on revient sur non seulement ta capacité à être dans l'instant, à avoir cette capacité à saisir les opportunités, mais aussi à avoir la conviction que tu vas avoir la capacité de faire tout ça et t'en sortir. Ouais. Et que la conclusion sera positive. Et que la conclusion sera positive. Donc ça, c'est vraiment super. J'en suis purement convaincu, ouais. Après, c'est mon parcours de vie, je pense. Voilà, toujours retirer le positif des choses qui a fait que je pense comme ça. Et les voyages m'ont bien confirmé que avec un tout petit peu de préparation, une énergie assez positive, une envie de découvrir les autres, une ouverture d'esprit sans faille, et ben là, il peut t'arriver vraiment des choses incroyables. Et ce que je conseillerais à tout le monde, c'est de le faire, mais tout au long de la vie. À un moment, tu t'arrêtes, tu dis stop. Voilà, j'ai fait ça. Tu fais le point sur ce qui s'est passé. Et sauf si vraiment t'es passionné et que tu veux continuer à aller parcourir le chemin que tu as entamé, mais à un moment donné, même si on hésite, si on a des doutes, il faut s'arrêter et vraiment essayer de changer d'horizon, de découvrir autre chose de complètement différent pour un peu sortir de sa zone de confort et tout simplement qu'il nous arrive des choses incroyables, quoi. C'est marrant parce que c'est assez rare que je vois quelqu'un en face de moi, parce que les personnes ne le voient pas, mais moi, tu es en face de moi et je te vois dire sortir de sa zone de confort avec un sourire banane, tu vois. Alors que tu vois, sortir de sa zone de confort, généralement, tu vois, on est un petit peu embêté, tu vois. Et j'ai l'impression que toi, tu as réussi à explorer des zones comme ça un peu inconnues et ça t'a tellement apporté que au final, cet inconfort te permet quand même d'ouvrir énormément de perspectives derrière, donc c'est forcément gagnant. Bah oui, c'est une attitude, hein. C'est une attitude, tu connais le livre de Voltaire, Candide. C'est quand même une très belle leçon de vie, même s'il y a plusieurs lectures de ce livre, mais moi je reste sur celle la plus connue, un peu positive, où il faut cultiver son propre jardin. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai appelé mon fils, avec Jardin. Candide. Bien vu. Parce que il est arrivé en plein moment du Covid, donc il fallait un peu de positivité, et sa maman a trouvé que c'était un de mes traits de caractère, que j'ai ma force, c'est de cultiver mon propre jardin et d'avancer avec beaucoup de gentillesse et de positivité. Et du coup, c'est pour ça qu'on l'a appelé Candide. Et d'ailleurs, petite parenthèse, Vas-y. mais voilà, cette morale, cette histoire vraiment est géniale pour résumer la vie. Il faut quand même pousser les choses en ce sens. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Ah, super, c'est une manière de boucler le petit épisode de voyage. Ouais, voyage découverte de soi et du monde. Voyage découverte de soi et du monde. Et ce que je te propose, c'est qu'on va enchaîner sur le prochain chapitre. Allez, je te suis.
Alors nous, quand on s'est rencontrés, c'était surtout dans le monde de l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment tu en es arrivé là ? Oui, avec plaisir. L'entrepreneuriat, c'est arrivé assez tard, dans ma vie perso, à partir du moment où j'ai commencé à voler de mes propres ailes, à partir du moment où j'ai commencé à voyager. Il faut savoir que quand j'ai commencé à entreprendre, c'est le moment où j'ai commencé à être heureux. C'est une très belle phrase en tout cas. Et j'avais entre 24 et 25 ans. Mais vraiment heureux, tu vois, au sens où je comprends ce que je fais ici, je sais où est ma place. En tout cas, je commence à comprendre où elle est. Et je comprends la manière dont je dois avancer dans la vie de manière professionnelle et personnelle. Et est-ce que cette nouvelle, si je puis dire, ou cette vision que tu commences à avoir, c'est quelque chose que tu as eu dans les voyages que tu nous as racontés avant ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre ? Ouais, entre-temps, il s'est passé, je vais la faire assez courte, mais c'est, de manière à ce que tu comprennes. Après les voyages, j'ai eu une période d'un an et demi très difficile. Parce que retour à la réalité. Donc retourner dans mon fief, en Bretagne. J'ai commencé à retravailler dans des jobs commerciaux. Je gérais des équipes d'animation, je vendais des produits, des différents services. Mais je m'ennuyais à mourir. Je comprenais toujours pas ce que je faisais ici. Et puis, je me suis dit, je vais retourner à l'école. Donc j'ai repris les études en alternance. Donc c'est la 3e fois que tu retournes à l'école. Ouais. Parce que comme l'école m'a toujours drivé, je me suis dit, je fais un dernier essai. Je suis bon dans le commerce parce que j'ai appris sur le tas. Mais je vais un dernier essai en école privée. J'ai plus d'oseille. Donc il faut que l'entreprise me finance mes études. Donc j'ai trouvé une alternance et je suis allé à Nantes. Tout s'explique alors. Voilà. Donc je suis allé à Nantes pour faire un BTS, tout simplement, dans le commerce. À l'époque, ça s'appelait NRC. Maintenant, ça a changé. Ils ont un Lille Digital aussi au commerce. Mais à l'époque, ça s'appelait NRC, négociation, relations clients. J'ai fait 2 ans. J'ai eu mon diplôme. J'ai rencontré la mère de mon petit garçon à ce moment-là aussi, donc c'était un peu une rédemption, une première rédemption. Et une fois que j'ai eu mon diplôme, voilà, le premier qui trouvait du travail dans une ville suivait l'autre. Et c'est tombé sur Bordeaux, je l'ai suivi, et c'est comme ça que je suis arrivé à Bordeaux en 2016. Tu l'as rencontré dans ton école, c'est ça ? Oui, exactement, la 2e année. Et donc, on est parti vivre là-bas. Bon, il y a eu pas mal de péripéties. Elle est partie continuer ses études à Paris, etc. Peu importe. Mais moi, je suis resté à Bordeaux au bout de 8 mois de CDI dans un job tout à fait alimentaire où je vendais du vin, des produits alimentaires. Voilà. Au bout de 8 mois, je devenais aigri. Ça y est, je supportais plus l'idée d'avoir des managers complètement abrutis au-dessus de moi. Donc, ça a été très vite vu. Au bout de 6 mois, j'ai réfléchi à un projet. J'ai trouvé quelqu'un dans mon entourage pro, c'était un vendeur dans une autre équipe. On s'est bien entendu sur le business, on avait aussi pas mal voyagé. Et on a monté donc ce premier projet entrepreneurial qui est Colloque de chef. Et c'était le premier projet ? C'était le premier projet. Avant d'entreprendre mes voyages à l'époque, parce que c'était du travail, finalement, je l'avais déjà avant cette fibre, je pense. Aller chercher de l'argent pour faire arriver à mes fins. On se rend pas assez compte que entreprendre, c'est vraiment une compétence à part entière. Tout à fait. Et où il y a un réseau de compétences qui viennent avec, cette capacité à aller chercher quelque chose qui n'existe pas à l'heure actuelle, des choses que tu avais fait au demeurant, et surtout cette capacité à avoir l'œil, à avoir le nez aussi, pour savoir à quel endroit ça vaut le coup d'aller. Exactement. Donc, par de mes voyages, par contre, j'ai vu que dans différents pays proches de nous, la mutualisation des services était un petit peu plus dans les mœurs. J'ai vu beaucoup de menuiseries partagées en Allemagne, j'ai vu des métiers à tisser partagés, j'ai vu des garages partagés où il y avait plusieurs garagistes qui se partageaient des ponts. Là, j'ai compris un peu tout ça et en France, on n'a pas ça. Mais on est très loin de tout ça. Aux États-Unis, ça fait déjà 40 ans que ça existe aussi. Quand tu regardes bien, il y a beaucoup plus d'entrepreneurs aussi aux États-Unis. Et tu penses qu'il y a une question de culture derrière ? Oui. Ah oui, la question entrepreneuriale, d'obtenir son propre gain grâce à son propre travail, oui, c'est une question de culture. Et donc, qu'est-ce que j'aime dans la vie ? J'ai appris des choses. Ça me plaisait le fait de créer des espaces communs, mutualisés, où la cohésion se rencontre, le partage est là et te permet d'avancer. Et comme avec ma forte appétence à l'époque pour la cuisine, on a réfléchi, on a fouillé et on a vu que ça existait. La cuisine partagée, donc. Ça existait à quel endroit ? En France ? Aux États-Unis et en France, il y en avait une à Paris. Depuis déjà 2 à 3 ans. Et voilà.
De l'idée jusqu'à l'ouverture de ce projet, clé en main, il s'est passé 1 an. J'ai ouvert en février 2017. Ah, c'est fou, hein. C'est de se dire que donc aujourd'hui, tu es encore à la tête de ce projet-là. Oui. Et ce projet-là, donc, il a 7-8 ans. C'est le 8e bilan. Ouais. Ah, c'est le 8e bilan. Donc, c'est vraiment un projet à la fois passion et une accumulation de tous les apprentissages que tu avais pu avoir depuis un certain temps. Et qu'est-ce qui t'a permis de te lancer? Ça veut dire qu'il y a toujours une différence entre avoir l'idée et puis de se lancer. Qu'est-ce qui a fait le déclencheur? Donc, il y a une rencontre à minima. Il y a une rencontre, des compétences que je n'avais pas. Je l'ai vu en mon collègue. Donc, c'était très important, ça. Et surtout, l'envie de créer des choses. Et parce que c'était forcément, c'est ce qui m'anime depuis longtemps. Et là, j'ai vu que ça allait être possible. Avec quelques euros en poche, on peut aller en chercher et décupler, voire beaucoup plus. Donc, oui, ça a permis de construire ce projet en 1 an. De m'associer à quelqu'un et de construire ce projet sur papier, d'être crédible, d'attirer un investisseur. On a attiré un investisseur avec une campagne de crowdfunding à l'époque qui a échoué, mais un donateur qui avait misé 30 euros nous avait envoyé un gentil mail en disant ça c'est pour toi Sylvain. Nous avons envoyé un mail salut les gars, je peux investir 15 à 20 000 euros dans un projet, j'adore le vôtre, peut-on se rencontrer? Et attends, tu te rends pas compte, là tu es en train de dire que tu as réussi à transformer 30 euros en 20 000 euros. 20 000 euros, exactement. Et au final, c'est ça qui est intéressant dans l'histoire, c'est que on se rend pas compte que les échecs, ou ce qui apparaît comme un échec, la campagne de crowdfunding, voilà, elle s'est pas passée comme vous le souhaitiez. Par contre, elle vous a donné suffisamment de visibilité et d'intérêt pour qu'il y ait au moins une personne qui y aille et qui vous permette de faire décoller le projet. Exactement. La question que je me pose, c'est, tu me disais, ok, j'ai cette idée, j'ai trouvé la personne qui est complémentaire à moi en termes de compétences. Si tu n'avais pas trouvé cette personne-là, est-ce que tu aurais lancé ton projet ou pas? J'aurais lancé, mais ça aurait été très difficile. J'avoue, je pense pas que je serais allé jusqu'au bout. Pour plusieurs raisons. Plusieurs raisons, c'est qu'on faisait des choses bien distinctes, lui et moi. Et je voulais pas le faire seul, surtout ça m'intéressait pas. J'ai toujours voyagé accompagné. Donc je voulais partager ça avec quelqu'un, tout simplement pour éviter de m'arrêter devant des petits obstacles. Ou tout simplement motiver l'autre quand un petit obstacle apparaissait devant lui. C'est exactement comme quand on va au sport. Ouais. Ou à la salle. Exactement. Le sport. Il y en a toujours un qui sera plus motivé que l'autre à l'instant T. Et donc, du coup, il va embarquer l'autre avec. Exactement. Et donc c'est comme ça que tout seul, j'aurais pas réussi. Je pense. Ou alors, j'aurais mis plus longtemps. Et toi, t'es plus le créatif ou le structuré? Le créatif. Ouais, sans hésiter. Structuré, je suis devenu un peu plus, même si j'ai encore beaucoup de travail. Et non, c'est pas vraiment mon point fort. Mais mes points forts, ça va être surtout l'aspect créatif. Je vais m'adapter très facilement. Je vais très vite dans l'action quand il faut prendre des décisions. Ça me rappelle des propos qui m'ont fait très plaisir récemment. Un entrepreneur assez connu francophone qui a précisé que c'est l'action qui procure l'information. Donc il faut vraiment passer à l'action, corriger et recommencer. Et voilà, moi je suis assez à l'aise et assez... même j'ai faim de ça. Au lieu de réfléchir pendant des années, je préfère passer à l'action tout de suite, avec un minimum de réflexion quand même. C'est pas, voilà, on fait pas n'importe quoi. Mais ça permet de tout de suite corriger le tir et d'avoir plus de résultats plus vite. Ce qui est intéressant dans le monde de l'entrepreneuriat, et moi je me rends compte de plus en plus, c'est qu'il y a plein de choses qui sont inspirées et inspirantes de personnes qui ont déjà réussi. C'est juste qu'il y a plein de choses dans ces phrases que tu évoques qui ont été théorisées dans le monde de l'entreprise, mais souvent qui n'ont pas été vues. C'est-à-dire que, par exemple, dans le monde dans lequel moi je navigue, donc dans le monde du changement d'une certaine manière, qu'il soit individuel ou collectif, il y a une théorie en fait, et je ne vais pas épiloguer dessus, mais c'est juste pour te donner l'information, où on sépare deux choses que l'on définit comme compliquées ou complexes. Alors, je ne sais pas si tu fais la différence entre les deux termes, mais quelque chose qui est compliqué étymologiquement, c'est lié avec. Donc quelque chose qui est compliqué, c'est quelque chose qui est une somme de choses simples. Tu peux le découper, le recomposer tel quel. Tu vois, t'imagines un bol de céréales. Tu vois, il y a des trucs dedans, tu peux remettre le même nombre de céréales à l'intérieur et tu retrouves le même bol. Par contre, complexe, c'est vraiment une notion c'est entremêlé. Donc t'imagines un plat de spaghetti. Très dur à reproduire un plat de spaghetti. Exactement. Tu ne sais jamais, si tu tires ce spaghetti, lequel va arriver au bout. Tout à fait. Et pourquoi je te dis ça? C'est parce que, selon la problématique que l'on a, il y a une stratégie qui est adaptée. Et donc,
dans un domaine de problématiques compliquées, en fait, c'est exactement ce que l'on a toujours fait quand on était à l'école. On fait quoi? On se pose, on analyse et on répond. Et du coup, c'est toujours une question de quel est le délai que j'accepte de prendre d'analyse pour pouvoir ensuite répondre. Et si je connais un expert de mon problème, je vais l'appeler, lui il va juste aller plus vite et il va me dire quoi faire. Mais c'est dans l'autre domaine que ça devient intéressant. Parce que dans l'autre domaine de la complexité, il y a une acceptation que l'inconnu existe. Et donc, quand l'inconnu existe et qu'il fait partie de l'équation, la meilleure chose à faire, c'est quoi? C'est de créer une expérimentation qui va nous permettre pas de délivrer ce que l'on cherche à délivrer, mais au contraire d'apprendre. D'apprendre, ouais. D'où le fait que je rejoins la phrase qui est l'action te permet d'obtenir l'information. Parce qu'en fait, ce que tu vas chercher à obtenir, c'est une confirmation que ce que tu es en train de faire, c'est bien dans la bonne direction et donc autant l'amplifier le cas échéant. Si ça va pas dans la bonne direction, grosso modo, tu peux shifter. Et l'intérêt d'avoir ça en tête lorsque tu es entrepreneur, c'est pour limiter les dégâts. Et pourquoi c'est super important en entreprise et pourquoi c'est super dur en entreprise. Moi, j'accompagne des grands groupes souvent. C'est que eux, ils ont le porte-monnaie qui est bien rempli. Et donc, ils se rendent pas compte du coût que ça peut avoir de passer des années à réfléchir sur un truc. L'inaction coûte très cher. Coûte très cher. Et en fait, on s'en rend pas compte. C'est juste que pour ces entreprises-là, souvent, l'erreur leur semble beaucoup plus chère. Exactement. Alors que quand tu es entrepreneur, que tu as un franc 6 sous, tu vois, dans le portefeuille, tu te rends compte que il faut que tu agisses si tu veux avoir ne serait-ce qu'une chance, qui est une des options qui marche, tu vois. Exactement, je suis 100% d'accord. Donc je trouve ça intéressant de rappeler qu'il y a aussi des théories derrière, parce que c'est ce que je trouve dans le monde des entrepreneurs qui est un peu manquant, c'est que du coup, ils n'ont pas ce bagage qu'on peut avoir dans le monde des entreprises. Et en même temps, ils ont cette flexibilité, cette capacité à passer à l'action, comme tu l'as fait, que beaucoup d'entreprises n'ont pas. Et donc, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à s'apporter mutuellement dans ces deux domaines, quoi. Exactement. Et donc, tu disais que tu as mis 1 an pour que le projet naisse. Est-ce que dans ton école, on mettait en avant l'entrepreneuriat? On en parlait, mais j'ai pas été jusqu'au bout du cursus. Hein. Tu vois, j'ai fait 2 ans, j'aurais pu aller jusqu'au master. Et en fait, ça m'a mis aussi une bonne leçon, à quel point l'enseignement théorique, l'éducation théorique classique proposée par... le système, quoi. Par le système, merci. Voilà. Par le système, ça me convenait pas du tout. Donc ça m'a rappelé que j'allais m'arrêter là très vite et que j'allais continuer sur cette voie par moi-même, quoi. Donc tu as décidé d'arrêter. Est-ce que tu as fini quand même le cursus? Tu as eu ton diplôme, non? J'ai eu mon diplôme, hein, mais j'ai pas été jusqu'au master. J'aurais pu, hein, mais j'ai pas eu envie. Ouais, donc tu t'es dit, voilà, je boucle un morceau du chemin, mais il y a quelque chose qui te tirait ailleurs. Tout à fait. Et en plus, ça m'a appris des choses, mais ça m'a pas vraiment servi dans le sens vraiment apprentissage. C'est encore des rencontres, c'est encore des expériences humaines, c'est des actions que j'ai menées, mais j'ai pas vraiment trouvé mon compte là-dedans. Justement, c'est ce que je trouve fascinant, c'est que tu te retrouves pas dans le système, tu as quand même cette présence d'esprit, si je puis dire, d'avoir au moins les papiers qui font que au cas où tu peux te retourner, quoi. Mais tu te dis, ok, je vais entreprendre sur une idée qui me tient à cœur. En plus, j'ai trouvé le partenaire. Tout à fait. Mais comment tu sais ce qu'il faut faire? Tout simplement, on peut lire des bouquins. Ouais. Il y a des bouquins qui le résument très bien, en fait. L'entrepreneuriat, monter des entreprises. D'ailleurs, j'en ai juste un là qui m'a servi. Est-ce que tu as des références que tu partagerais? Il y a un livre intéressant qui m'a un peu aidé. C'est Créer son entreprise. C'est un livre qui a été édité par le journal Courrier Cadre et qui m'a été assez pratique parce que c'est très complet. Ça parle de la création d'une entreprise, qu'on soit seul ou accompagné, de tous les aspects administratifs, juridiques. Voilà, ça donne déjà une très bonne base. Ouais, c'est une grosse synthèse de tous les organismes que tu dois contacter et toutes les déclarations à faire, la paperasse à remplir et puis le travail à mener aussi pour aller chercher de l'argent. Parce que si t'as pas d'argent, tu dois emprunter ou lever des fonds. Pour emprunter, il faut faire des dossiers en béton, des business plans que tu ne réaliseras pas au pied à la lettre. Les fameux plans compliqués, en tout cas. Ouais. Mais c'est pour faire en fait, ce qui était important, en fait, ce que j'ai vraiment appris et ce que j'ai dû apprendre pendant cette année, c'est créer un business plan lisible pour une banque. Voilà. C'est ce que j'ai appris à faire et on m'a aidé à le faire. Pour aller vraiment à l'essentiel, j'ai payé quelqu'un pour le faire. C'est important de se dire que on gagne de l'argent à payer des gens parfois pour faire les choses mieux. Parce qu'on se dit, voilà, j'ai pas beaucoup d'argent, je vais essayer de le faire moi-même.
on se rend pas compte que c'est parfois pire. Hein. Tu perds des semaines de boulot. En fait, ce qui est hyper intéressant dans le fait de déléguer et de comprendre qu'il faut très vite déléguer ce sur quoi tu es le moins à l'aise, c'est que tu vas gagner un temps monstrueux et tu vas pouvoir te concentrer sur l'essentiel. Mais par contre, même si tu as délégué, tu as pris le temps de t'éduquer, de te former. Donc là, c'est un bouquin que tu nous proposes. Je suppose qu'il y en a plein d'autres aujourd'hui qui peuvent être intéressants à lire aussi, ne serait-ce que pour être informé. Parce qu'aujourd'hui, le monde de l'information, il y a beaucoup d'informations, il faut réussir à trouver la bonne, etc. Mais le pire, c'est de naviguer un petit peu au feeling, quoi. Exactement. Surtout dans une administration telle que... Mais même le bouquin que je te parle, là, je l'ai lu en diagonale, hein, parce que lire chaque mot de ce livre, c'est absolument inintéressant. Mais c'est en diagonale pour déjà comprendre comment ça fonctionne. Puis après, tu vas voir les organismes. Les organismes t'envoient des formulaires, t'envoient des dossiers à remplir, et puis tu te lances. Mais créer une entreprise, en vrai, ça prend pas beaucoup de temps. Faut juste que quand tu connais pas, t'as besoin de comprendre les enjeux, la responsabilité que tu as, ce que t'as le droit de faire, pas faire. Et ça, c'était important de au moins comprendre des notions comme ça pour pas aller dans l'inconnu n'importe comment. Moi, mon parcours pendant cette année pour monter, ça a été de convaincre les banques pour pouvoir avoir des prêts aussi sociaux, pour pouvoir lever des fonds aussi auprès d'un investisseur. Donc tout ça a fait qu'on a pu récolter une somme très importante pour pouvoir monter un projet physique. Parce que mon business, c'est un business physique. C'est une cuisine, on investit dans une cuisine aux normes, tout équipée, qui fait 200 mètres carrés quand même. Hein. Oui, c'est pas une petite kitchenette, quoi. Ça vaut le prix d'une maison, hein, donc c'est quand même pas rien. Et j'ai démarré avec 4 000 € en poche. Donc autant te dire que j'ai payé la machine à café, quoi. Ouais. Donc il fallait vraiment être crédible. Heureusement, mon collègue, il m'a vraiment aidé à ce qu'on soit crédible. Mais on nous a fait confiance parce qu'on était deux. On nous l'a bien répété. Chacun avait ses compétences, donc c'était plutôt intéressant. Donc au moins quand tu débutes, c'est bien d'être complémentaire et de comprendre ce que fait l'autre. Ça, c'est une notion que je recommande et qui nous a bien servi, en tout cas de guide et de direction à suivre. Et sur cette première année, donc où tu découvres le monde de l'entrepreneuriat, comment on monte une boîte, comment on crée une relation avec un associé aussi. Exactement. Est-ce que tu as une anecdote comme ça qui te vient à l'esprit sur cette première année? Oui, j'ai enfoncé toutes les portes et quand j'arrivais pas à passer par la porte, je passais par la fenêtre. J'ai été voir tout le monde, j'ai secoué tout Bordeaux. Donc tout Bordeaux te connaît? Me connaissait à l'époque vraiment, oui, on nous connaît. Moi, je suis connu après mon service dans le milieu, il est connu dans toute la France. Il faut juste s'intéresser à la production alimentaire et à lancer une entreprise dans l'alimentaire. Là, en général, tu cherches une cuisine, tu me trouves sur Internet en 2 clics. Mais oui, j'ai une anecdote très marrante, c'est ça. Ça m'a bien servi. On a très bien communiqué parce qu'on a fait du networking, mais à fond. C'est très important, hein, le networking. Ça dépend dans quel domaine. Mais nous, ça touchait vraiment l'humain, le physique. Puis, il faut être crédible, encore une fois. Donc, il faut les convaincre pour que les gens parlent de toi. Donc, ce qui était très important, c'est de pouvoir lancer un projet comme ça auquel pas beaucoup de monde croyait. Alors, j'ai une deuxième anecdote pour toi. Vas-y. J'étais très fier de ça. J'ai eu un espèce de petit moteur qui m'a donné une énergie incroyable. J'ai été voir plusieurs chefs pour dire, écoutez, on avait besoin de l'aide d'attention pour les banques. On a emprunté presque quand même 160 000 € pour démarrer, sans compter le reste, hein, l'investisseur et les prêts sociaux. Donc pour convaincre la banque, il fallait des lettres d'intention. Mais on voulait faire des lettres d'intention, pas que pour l'intention. On voulait que ce soit des prospects quasiment à l'ouverture, ils signent. Donc ça a pris du temps, ça a pris 6 mois, en parallèle de tout ce qu'on faisait comme démarche, pour aller prendre des gens qui avaient l'intention de venir, mais de signer. Parce que c'est très dur d'avoir des lettres d'intention et que derrière, il n'y a plus personne, en général. C'est comme tout, hein, tout le monde est intéressé, sauf quand il faut sortir le chèque, quoi. Donc, on est allé voir certains chefs, certains traiteurs, et beaucoup m'ont dit non, mais j'ai déjà eu votre idée, c'est génial, mais vous allez voir, on a déjà travaillé le truc, c'est impossible. C'est très compliqué. C'est impossible, hein. La fameuse phrase qui aide. Ça m'a mis une énergie de dingue. Et puis en plus, moi, ça me fait tout l'inverse. C'est-à-dire, comme tu dis que c'est pas possible, c'est là que j'y crois. J'ai toujours eu ce tempérament, mais ça vient depuis longtemps. Hein. J'ai remarqué que c'était une qualité. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je dis ah oui, d'accord, je vous rappelle dans un an. Et ma plus grande fierté, c'était de les appeler un par un. J'avais les ai mis en haut de ma top list de personnes à contacter. 1 an après, jour pour jour, je les appelle un par un et je leur dis bonjour, on a ouvert, on vous invite à l'inauguration, venez voir ce qu'on a fait. Et là, ça bégayait, c'était génial. Ouais. Et là, j'ai kiffé, quoi. J'ai eu petit plaisir perso. Et donc, tu disais, ces personnes-là, tu allais les voir et tu as eu les lettres d'intention ou pas? Parce que si les gens ne croient pas au projet, etc. Ouais. J'en ai eu plein, pas 2, mais j'en ai eu plein. Et la plupart n'ont pas signé, mais quelques-uns ont signé, ouais. Il suffisait d'en avoir quelques-uns, hein.
C'était pour faire venir les sous. Hein. Mais c'est important. C'est important. Et après, on s'est rendu compte qu'en fait, notre cible, notre clientèle, c'était pas du tout ce qu'on avait imaginé. Donc, c'est vraiment le schéma classique de la création d'entreprise. Hein. On doit s'adapter. Donc, ça a été très, très dur les 9 premiers mois. Et au bout de 9 mois, la rentabilité est arrivée assez vite. Ok. Voilà. Et de toute façon, c'est l'action qui vous a donné cette information d'apprentissage. Et après, vous avez shifté pour vous adapter à la cible, finalement, que vous attiriez. Exactement. Je trouve ça marrant, cette idée de taper à toutes les portes et de passer par la fenêtre. Je pense qu'il y a quand même une dimension où il y a un moment donné où il ne faut pas trop se poser de questions. Non. Et il faut y aller. Ça veut dire que tu me disais que aller voir les gens, toi, c'était pas quelque chose qui était particulièrement compliqué. Pas du tout. Ça s'est développé, voilà, en plus par les voyages. Mais aller taper aux portes, ça veut dire qu'il fallait savoir qui contacter. Tu avais déjà une idée précise de qui tu devais contacter ou est-ce que tu as un peu tapé partout, quoi? Oui, mais ça passe par les institutions. Ça passe par des entreprises importantes qui peuvent être prescripteurs de ton service, hein, qui peuvent t'apporter du monde, qui va être client. Donc, c'était sous toutes ces portes-là. Ouais. Et parfois, on allait aussi dans... Alors, j'ai fait beaucoup d'afterwork. Je t'avoue, ça nous a donné l'énergie. Parce que le fait de recevoir « Ah, c'est une trop bonne idée, tenez-nous au courant, on va vous suivre », eh ben, c'est un petit boost à chaque instant, en fait. C'est pour ça que tu tiens bien. Ouais. Parce que tu t'es beaucoup entraîné, en fait, dans le passé. Ouais, c'est ça. Je suis tenace. Hein. T'es tenace, ouais. Ceux qui me connaissent savent que j'ai du mal à lâcher l'os. Mais c'est aussi un défaut et c'est aussi une qualité. Tu vois, j'ai fait ce projet, ce qui me tenait à cœur. Et j'en ai fait plein de choses de ce projet. Parce que après, il s'en est découlé une multitude de services complémentaires qui ont pu aider mes clients, ne serait-ce que pour les fidéliser ou pour faire plus de chiffre d'affaires. Donc ouais, c'était important de... Donc une belle année aussi d'opportunités, d'apprentissage et de prise de risque hein, de ton côté, parce qu'au final, rien n'était joué d'avance. Bah, au final, voilà, j'ai compris ce qu'était que la définition d'entrepreneur à ce moment-là. Parce qu'il faut trouver des solutions, t'as la vision de ton entreprise. Parce que de trop écouter les autres aussi, bah, tu vas pas forcément aller au bout de tes idées et c'est quand même ton projet, donc c'est à toi de bien mener ta barque. Donc ouais, j'ai compris ce que c'était qu'entrepreneur pendant et après avoir créé la société. Ouais, je pense que tu te rends vraiment compte de la chose lorsque tu y es. Hein. On se fait souvent une idée de l'expérience entrepreneuriale aussi parce qu'on voit ça sur les réseaux. Mais en fait, la réalité, c'est que bah, tu as les mains dans le cambouis. Hein. Faut y aller. C'est une expérience de développement personnel en même temps parce qu'il y a un moment donné, tu te heurtes directement au problème. Tu te heurtes à des interactions qui sont pas toujours super positives ou super agréables. Je sais pas si t'en as eu d'ailleurs. T'as eu des interactions un peu... Négatives ? Ouais. Ah oui, j'en ai plein. À commencer par mon associé. On s'est très vite rendu compte que ça allait être très difficile, mais on l'a tenu à un moment donné jusqu'à ce qu'on ait atteint nos objectifs premiers, c'est-à-dire être rentable, rendre des clients heureux d'être chez nous, voir que avoir 10-15 clients qui génèrent tous 50 à 200, 300 000 euros de chiffre d'affaires dans une même entité, qui était la mienne, ouais, j'étais fier, ouais. Ça générait quand même plusieurs centaines de milliers, voire... pas loin du million d'euros tous les ans, le fait de proposer ce service. J'apporte, hein. Toujours d'ailleurs, ouais. Ouais, j'apporte toujours ce service et je propose à des personnes de lancer des business et de les maintenir, quoi, de les pérenniser. Donc aujourd'hui, j'en ai un peu moins qu'avant parce que je fais moins de choses aussi et je suis tout seul. Parce que là, ça a évolué hein, depuis 1 an. Et c'est depuis vraiment 4 ans. Donc c'est en 2021 où vraiment on a commencé à s'éclater et à développer des services complémentaires pour fidéliser, faire plus de chiffres et voir que bah on avait une vraie entreprise quoi, qui tournait et qui restera, j'espère, longtemps. Et justement, tu m'as un petit peu coupé l'herbe sous le pied, donc c'est très bien. La question que j'avais, c'était qu'est-ce qui a changé pour toi en tant qu'entrepreneur entre cette première année et maintenant? Bah déjà, je me suis formé au métier de mes clients. Ça, je l'ai déjà évoqué. Ouais, tu l'avais évoqué au tout départ. Au tout départ, mais ça m'a vachement aidé hein, parce qu'on a créé un centre de formation, hygiène et conseil en cuisine. On a créé un traiteur collaboratif. Je générais des prestations événementielles petites ou très conséquentes. J'ai fait des prestations de 50 à 20 000 personnes. Ah oui, quand même. Bah, je faisais travailler mes clients dans les événements. Et je gérais, je cuisinais avec eux et tout. Hein. Donc on a fait des très beaux événements. Et on a aussi monté un bureau d'études en conception de cuisine pour pouvoir aider les clients qui s'en allaient de mon service à toujours les accompagner pour voler de leurs propres ailes. Donc ouais, j'ai essayé toujours d'optimiser, de fidéliser. Le taux de rétention était toujours très bon. Donc on a toujours réussi à trouver des solutions pour fidéliser, pérenniser et développer. Mais on sent qu'il y a quand même une passion de ta part
non seulement dans ce monde de la cuisine, mais aussi dans le fait de satisfaire tes clients. Et c'est ce qui t'a drivé aussi au fur et à mesure de tes années? Bah, il faut écouter ses clients en fait. Beaucoup d'entrepreneurs comprennent pas ça, c'est qu'il faut vraiment les écouter. Si tu fais un service qui ne leur parle pas, bah, ils vont pas l'acheter. Voilà. Et si ça va pas et que t'arrives pas à vendre ton produit, il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? Aujourd'hui, si t'écoutes pas tes clients, t'es mort. Voilà, tout simplement. Donc voilà, on a répondu tout simplement à un besoin, on a répondu à le fait ils avaient besoin d'être rassurés, ils avaient besoin d'être bien entourés, bien encadrés. Donc c'est ça qu'on propose aujourd'hui. Et donc, tu avais vraiment cette fibre d'écouter les clients, parce qu'on a beau le dire tout le temps, comme tu le dis, hein, c'est dur à faire et beaucoup de gens le font pas. Parce que des fois, ils sont tellement passionnés par leur propre vision des choses que c'est un peu comme la météo, quoi. On a beau vouloir qu'il fasse beau ou que la météo dise qu'il va faire beau, et pourtant, la météo sera ce qu'elle veut, quoi. Ce qui me fascine aussi dans ton parcours, c'est que non seulement tu as des compétences intrinsèques que tu as développées au travers de tes expériences, mais que tu n'as jamais voulu en rester là, parce que tu es aussi allé chercher d'autres personnes qui t'inspirent pour en grandir encore plus. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça? Oui, d'ailleurs, c'est un très bon point. Parce qu'au bout d'un moment, je me suis senti un peu seul, quoi. C'est là où j'ai voulu commencer à faire route seul, parce que la vision partagée avec mes associés n'était pas vraiment celle que j'avais. Donc j'ai cherché à faire route seul et à faire moins de choses. Et cette année, c'était vraiment l'année où j'avais besoin de me sentir mieux entouré, parce que je l'étais pas. Et j'avais besoin de shots d'ambition, j'avais besoin de me sentir en cohésion avec des entrepreneurs qui peuvent m'apporter et avec lesquels je m'identifie. Et là, aujourd'hui, c'était très important. Ça m'a fait voyager, donc c'était hyper cool. J'ai renoué avec le voyage que j'avais lâché depuis quelques temps. Et en même temps, j'ai rencontré des entrepreneurs. Quoi de plus? Quoi de plus? Voilà. Et est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails? Bien sûr. Est-ce que il y a des endroits précis que tu es allé, des gens que tu as rencontrés, des choses qui t'ont inspiré? J'ai participé à des masterminds. J'ai beaucoup investi cette année dans les masterminds francophones. Donc des masterminds, ça veut déjà dire que t'as pas fait que un truc. Ouais, quoi. Voilà. Je suis allé aux Émirats Arabes. J'ai rencontré Oussama Ammar. J'ai rencontré Alec Henry. J'ai rencontré d'autres entrepreneurs qui gravitent autour pour passer du temps là-bas, faire des sessions de coaching individuel, de groupe, puis rencontrer des participants qui ont été choisis avec moi pour être leurs clients, hein, parce qu'on était choisis pour être leurs clients. Et du coup, échanger et à obtenir une vision différente, clarifier le chemin, clarifier la vision et ce que j'ai été chercher. C'est important ce que tu dis parce que vous avez été choisis. Oui. C'est-à-dire qu'il y avait combien de personnes à l'entrée? Alors, je sais pas si les chiffres sont... Je te donne, je sais pas, oui, approximatif bien sûr, de ce que Oussama m'a dit, par exemple. C'est 10, 100, 1000. Ouais, il y a 500 candidatures, 80 sélectionnés, 50 voulaient bien payer, et à la fin, il en restait 13 qu'ils ont choisi. Avec des chiffres d'affaires très différents, et des visions très différentes, et des business très différents. Il y a quand même un entonnoir qui a été assez marqué, quoi. Oui, voilà. Et puis, ce deuxième mastermind que j'ai fait récemment en 2 fois, c'est celui où je t'ai rencontré. Exactement. À Lisbonne, avec Thibault Louis et Kevin Dufresne. Donc celui-là, ça a été un peu plus de coaching individuel, avec vraiment beaucoup plus de moments de partage et de cohésion. C'était un peu différent. Et du travail qu'on a fait ensemble ou avec eux aussi différent. Donc c'était du media training, on a eu des conférences, on a rencontré d'autres entrepreneurs de leur cercle. On a rencontré des gens fabuleux, je trouve, hein, qui nous ont inspirés, qui ont confirmé des choses qu'on savait déjà, hein, qu'il suffit juste... d'un moment où tu échanges sur des problématiques précises, sur des visions, il y a des déclics qui se forment. C'est ça que j'étais aussi venu chercher, je l'avais bien compris. Et tout ça, ça m'a vraiment fait du bien. Ça m'a fait du bien, j'avais besoin de ça. Et j'aurais dû le faire avant même. Mais c'est pas grave, ça c'est un détail. Ce qui compte, c'est que de passer à l'action, encore une fois, quand le moment est opportun, c'est ça aussi. Fallait trouver les bonnes personnes. Ouais, c'est ça. Tu vas pas donner plusieurs milliers d'euros à n'importe qui. Donc cette année, il s'est passé vraiment des choses incroyables, aussi bien dans le business que personnellement. Ouais. Donc cette année, c'est vraiment un nouveau départ. C'est vraiment un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Ça va être très intéressant. J'ai hâte de voir la suite. Avant qu'on parle de la suite, justement, je voulais rester quelques minutes sur les masterminds, parce que déjà, c'est les masterminds, parce que c'est quand même un certain investissement intérieur. Donc, il faut déjà avoir le cash, ou trouver des moyens pour avoir le cash pour pouvoir les dépenser, vouloir les dépenser, et ensuite en retirer quelque chose. Et quelque chose qui est super important dans ce système-là, parce que ça commence à être un peu en vogue aussi, hein, les masterminds, il y a une dimension où il y a une responsabilité personnelle sur les résultats.
que tu vas obtenir. Parce que les choses sont pas tout cuit. C'est pas comme une formation où tu arrives, on te donne un truc et il y a un potentiel résultat, etc. Et du coup, la question que j'ai pour toi, c'est tu as fait 2 masterminds, donc le deuxième n'est pas complètement terminé, voilà, hein, on le sait. Est-ce qu'il y a un truc que tu pourrais nous partager, que tu gardes du premier mastermind que tu as fait, et un truc qu'aujourd'hui tu gardes du mastermind que tu es en train de vivre? Alors, le premier mastermind, c'était vraiment pour clarifier ma vision. J'ai eu une petite baisse de motivation et de confiance en moi. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Je pense que c'est le fait de se retrouver seul aussi, au pied du mur, avec un modèle qui te convient plus parfaitement, et tu dois trouver des solutions. Et moi, j'ai toujours trouvé des solutions aussi en m'inspirant et en écoutant les autres. Donc, c'est ce que je suis venu chercher avec des gens, entre guillemets, que j'estimais avoir le droit de me secouer s'il y avait besoin de me secouer, de mettre des claques s'il fallait me mettre des claques, et de me faire des compliments s'il y avait besoin. Donc, j'ai eu un peu de tout. J'ai eu un peu de tout. En tout cas, j'en retire une expérience incroyable parce que j'avais besoin aussi d'être validé, je pense. Il y a un petit coup d'ego. J'ai un peu boosté mon ego. Lors de ce premier mastermind, j'avais besoin d'être validé. On m'a guidé aussi. On m'a donné aussi une vision différente de mon business dans le futur, ce qui était très important. C'était une vision globale et le besoin un peu de reconnaissance, tu sais. Faire partie de la team entrepreneur ou voir si j'étais pas trop à côté de mes pompes. Si on m'avait dit arrête, devant tout, là t'es pas tout fait pour ça, ou alors ça va pas aller, j'aurais écouté. Parce que j'estimais que j'ai été voir les bonnes personnes. Ouais, donc ça veut dire quand même que tu avais probablement suivi ces gens pour te dire que tu allais investir dans leur aura, je dirais, leur vision, leur inspiration et leur guidance. Bien sûr, ouais. Mais en même temps, tu te disais, voilà, je pense quand même que j'ai ce qu'il faut, j'y vais, puis tu fais quand même tout l'entonnoir, hein, en tout cas du premier mastermind. Et donc tu en ressors avec une vision plus claire de qui tu es en tant qu'entrepreneur, ton business dans quelle direction il peut aller, et un boost de motivation. C'est ce que j'entends? Ça te paraît à peu près cohérent? Oui, c'est ça. Et donc dans le deuxième, là aujourd'hui, donc il n'est pas encore terminé bien sûr, mais s'il y avait un truc que tu en gardes aujourd'hui, ce serait quoi? Là, pour le coup, j'ai eu le conseil personnalisé que j'avais besoin, plus dans le détail. Ça m'a ouvert l'esprit sur le côté digital aussi, de la communication, de la vision du business sur le digital, où j'ai un peu de travail à faire encore. Et ça m'a vraiment apporté ces notions qui sont très importantes et que je commence à mettre en application. Et j'avais besoin de rencontrer encore plus d'entrepreneurs, être encore plus inspiré, partager, faire partie tout simplement de cette team de fous. Parce que chacun en plus avec des business très différents, avec des visions tout aussi créatives, et ça inspire, ça motive. Voilà ce que je suis venu chercher là. Et je suis venu chercher aussi un nouvel horizon, un nouvel environnement de travail. Aujourd'hui, j'aime bien évoluer entre la Suisse, Lisbonne, Bordeaux. Ce sont des endroits qui me plaisent beaucoup, ne serait-ce que par les rencontres et les connaissances que j'ai là-bas maintenant. J'avais besoin de ça aussi. J'avais besoin d'agrandir mon champ de découverte, d'action, etc. Et justement, tu nous parlais de toutes ces aventures pour rencontrer des gens. Ça veut dire recréer un capital population qui t'entoure, humain autour de toi, qui te ressemble un peu plus pour pouvoir te booster. Mais du coup, est-ce que tu as fait l'exercice inverse aussi? C'est-à-dire potentiellement enlever les relations qui te desservaient autour de toi? Ah oui, c'est une très très bonne question, c'est un très bon point. Tout à fait. J'ai fait le tri dans les connaissances, je me suis séparé de mes associés. Enfin, le dernier c'est en cours, on s'entend très bien, mais je suis séparé de mes associés là. Je me suis séparé de ma compagne cette année. Ouais, j'ai fait un gros tri dans ma vie. C'est dur, hein. C'est dur, tu le veux pas forcément, mais tu sens que tu vas en avoir besoin si tu veux avancer. J'ai une vision assez grande de maintenant, mon business. Avant, j'avais pas forcément... Alors, j'aime bien gagner ma vie, mais avant, j'avais pas autant d'ambition. C'était plus une occupation pécuniaire, tu comprends? Ouais, je comprends. Qui me permettait d'être confortable. Parce que gagner plusieurs milliers d'euros par mois, c'est quand même cool en France. Parce qu'au-dessus de 3 000, 4 000 euros, tu fais partie des 10% les plus riches. Voilà, c'était quand même déjà confortable de vivre dans cette tranche. Après, aujourd'hui, j'ai des ambitions un peu différentes. Et ça m'a aidé, ces masterminds aussi, à confirmer que c'est vraiment ça que j'avais besoin et de pas en avoir honte ou juste de pas me sentir capable de pas y aller. Voilà, c'est aussi ça que je suis venu chercher. Parce que je savais que voilà, j'avais besoin de déblocage. Et donc j'ai éliminé, entre guillemets, c'est un peu dur, mais j'ai éliminé un peu certaines personnes dans mon entourage, parfois contre ma volonté parce que je savais que j'en avais besoin.
C'est un sujet qui est important parce que on l'aborde pas assez souvent. Le cercle de relations, on dit souvent que on est la somme de X personnes autour de nous. Les 5 personnes les plus proches de nous, ouais. 5, ouais. Donc du coup, c'est quelque chose qui est finalement assez vrai parce qu'on capte leur énergie, on capte leurs croyances, on capte leur vision. Et ensuite, ça forge un petit peu la nôtre. Sauf si on a un esprit très fort et une vision personnelle. Mais du coup, c'est potentiellement aller à l'encontre de tout ça. Alors que si tu rencontres des gens ou que tu crées le contexte avec les personnes qui vont dans la même direction, c'est catalyseur. Exactement. Sinon, je suis 100% d'accord. Sinon, tu as l'impression d'avoir une sorte de bagage sur ton dos à devoir porter en plus ou toujours devoir avancer en retournant la tête. Et c'est quelque chose qui est pas facile. Et ça, on le voit dans le monde du coaching, par exemple. Moi, je me rappelle quand je m'étais formé au monde du coaching, parce que c'est une formation très particulière quand on se forme au coaching, parce que pendant les X mois dans lesquels tu te formes, tu te fais coacher personnellement, quoi. Donc, ce qu'on met derrière le coaching, encore une fois, c'est plus créer un espace de réflexivité pour la personne, pour qu'elle puisse réussir à trouver des solutions avec ses propres ressources à ses propres questions. Okay, donc, c'est principalement ça. Et donc, beaucoup de gens qui se mettaient dans le monde du coaching étaient des gens qui étaient déjà en reconversion. Parce que souvent, c'est une nouvelle vie que les personnes voulaient se créer. Mais une des choses qu'on nous disait très rapidement, et que finalement je vois maintenant aujourd'hui de manière assez marquée, c'est que faites attention parce que on est en train de vous coacher et donc on est en train de vous aider à vous exprimer beaucoup plus pleinement comme qui vous êtes. Et donc, si dans votre couple, vous n'allez pas dans la même direction, potentiellement que ça risque de faire chavirer les couples, les relations qui sont autour, sûr. etc. C'est difficile d'allier les deux. C'est difficile de trouver la partenaire idéale qui va te supporter, qui va te suivre. Parce que en tant qu'entrepreneur, on a quand même un certain tempérament. Être entrepreneur, ça, on te rappelle, on en a discuté hier, ça accentue tes défauts et tes qualités. Donc forcément, t'as tout qui est décuplé. Donc t'as plutôt d'avoir quelqu'un autour de toi qui t'accompagne dans la vie, qui a l'air insolide. Soit elle est comme toi, soit elle te comprend, elle est hyper patiente et elle est hyper compréhensive. Soit elle peut l'être ou elle peut tout faire pour, mais ça matche pas quand même. Et c'est là où c'est difficile d'accepter que c'est pas forcément la bonne personne pour le long voyage. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, la vie, elle est faite de plein d'histoires. Tu vois, regarde, moi, il m'a fallu plein d'histoires différentes pour en arriver là où je suis. Voilà, peu importe. Du moment que ça arrive à te rendre heureux, ce qui compte, c'est de le faire au bon moment. Que ce soit une relation amicale, que ce soit une relation amoureuse. Ce qui compte, c'est pas faire du mal à l'autre, parce que même si tu grilles des points de vie ou tu grilles un peu du temps pour pouvoir arriver à essayer de construire quelque chose de concret qui plaît aux deux, de faire cette troisième entité, tu sais, c'est très difficile, c'est très complexe. Exactement. On est des êtres très complexes, il faut être ultra compréhensif, et ce qui est très difficile à allier, c'est ça. Donc voilà, la vie entrepreneuriale, elle est pas simple, et donc il faut, si tu as des objectifs, il faut vraiment te mettre aucune barrière sur la route, donc quitte à faire un tri assez important autour de toi, ouais. Et la difficulté, et c'est la discussion qu'on avait eue effectivement hier, c'est de réussir à naviguer et d'évoluer en même temps. Parce que trouver des partenaires à un instant T, parce que là tu es dans cette énergie-là, tu trouves les gens qui t'aident à catalyser, mais peut-être que dans 10-15 ans, tu auras une autre énergie, et peut-être que ce seront d'autres personnes. Donc la difficulté dans le changement, quel qu'il soit, c'est que le monde évolue, toi tu évolues, les autres autour de toi évoluent, et donc comment est-ce que vous faites pour rester suffisamment alignés pour que vous apportiez plus, que vous ne vous gênez mutuellement. Bon, en tout cas, merci Julien. Il y a plein de choses qu'on pourrait encore aborder. Ouais. Mais ce que je te propose, c'est qu'on passe à la dernière partie du podcast. Très bien. Comme je t'en avais parlé. Donc à côté de moi, j'ai un petit deck de cartes que j'ai préparé tout à l'heure devant tes yeux. C'est ton Pokédex. Tu vas voir, il y a des Pokémon qui vont sortir. D'accord. Donc, je te passe les cartes. Je te laisse les remélanger. Donc, ne les regarde pas. T'inquiète pas, elles vont arriver bien assez vite. T'inquiète, je joue le jeu. J'aime bien ça, j'adore ça en plus. T'adores ça ? J'adore ça, le jeu des questions. Ouais. Donc, je les pioche, c'est ça ? Donc, tu pioches celle que tu veux, t'en pioches une. Et ce que je te propose, c'est de la lire d'abord dans le micro et puis ensuite d'y répondre. Quand as-tu dit merci à quelqu'un pour la dernière fois ? Pour quelle occasion était-ce ? C'était hier, quand tu m'as invité au restaurant de ramen. Mon cher Olivier. C'est vrai. C'était un merci sincère et qui m'a fait plaisir de le dire, c'était là. Est-ce que t'en as l'avant-dernier alors, avant que j'arrive ?
Oui, c'était à la fin du 2e week-end du Mastermind. Ouais. Je te parle d'un merci assez important et fort, bien sûr. Hein. C'est merci à Thibault Louis pour l'énergie qu'il a donnée, l'écoute, la patience qu'il a eue, et qu'il a encore hein, d'ailleurs, mais parce qu'on a passé aussi un moment, le dernier soir, on a passé un moment un peu en petit comité, voilà, qui s'est fait naturellement, qui était très quali, et je le remercie pour ce moment parce que ça a apporté énormément. Donc ouais, c'était ça. En tout cas, on le salue. On le salue. Alors, avant que tu pioches, parce que je te sens excité à prendre toutes les cartes là, J'adore ce jeu. Moi. c'est que tu vas en sélectionner 2 dans ce paquet-là. Tu vas lire les 2 et tu vas décider à laquelle tu veux répondre. Sachant que bien sûr, en plus on est chez toi, donc si tu veux répondre aux 2, tu réponds aux 2. Ok. Sinon je te mets dehors, c'est ça? Exactement. Ouais. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel serait-ce? Comment l'utiliserais-tu? Ok, donc ça c'est la première. Quand as-tu été ému pour la dernière fois? Pourquoi cela t'a-t-il ému? Celle-là, elle est un peu trop sentimentale. Quel super pouvoir je peux avoir? Et lequel serait-ce? Comment je l'utiliserais? Ah bah ça serait la téléportation directe. Hein. Et je voyagerais avec. Je me déplacerais à tout moment en claquant des doigts. Ouais, surtout la téléportation pour voyager. Ouais, pour voyager, se déplacer au quotidien. Ouais, c'est incroyable tout ce que tu peux faire. T'imagines? Ouais, j'imagine, ouais, effectivement. Ouais, ça serait ce pouvoir. Ce serait ce pouvoir-là que tu choisirais, ouais. De loin, j'y ai déjà pensé. C'est pour ça que c'était aussi fluide. Ouais, ça t'a ouvert les yeux. Ah non, mais je pense que c'est possible. Il y a moyen. Et en plus de ça, non seulement tu te téléportes, et en plus tu es en tenue de Batman. Ouais, non, là c'est un peu bizarre. Et si j'atterris dans un club un peu sombre, là ça fait bizarre. Hein. Non, je plaisante. Ouais, non, ce serait ce pouvoir. Ouais. Téléportation, ça me fascine depuis très longtemps la téléportation. Ouais, je comprends. Et donc pour le dernier tour, ce que je te propose, c'est que tu vas en sélectionner 3. Sauf que tu vas me les donner. Et c'est moi qui vais décider à laquelle tu vas répondre. C'est bien parce qu'en plus c'est moi qui les ai présélectionnés, donc... Je te fais confiance. Alors, je vais te lire les 3. Si je te dis famille, quels sont les 3 mots qui te viennent à l'esprit? Explique-les-moi. C'est la première question. Deuxième question. Quel est le moment de la journée où tu te sens le plus créatif? Et la troisième. Entre plus d'argent et plus de temps, que préférerais-tu et pourquoi? Ok, je commence par la première. Bah, si tu veux bien la première, moi je veux bien la première. Donc, je reprends juste la question histoire qu'on soit bien clair. Donc, si je te dis famille, quels sont les 3 mots qui te viennent à l'esprit? Explique-les-moi. Amour, patience et écoute. Est-ce que tu peux m'expliquer du coup pour chacun pourquoi est-ce que tu choisis ces mots-là? Parce que moi j'admire ma famille. Donc, je porte énormément d'affection et d'amour pour eux. Sans eux, je serais pas où j'en suis. Ouais. Donc ça c'est amour. Voilà, l'écoute parce que c'est très 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 important. De les écouter vraiment. Et si tu les écoutes vraiment et que tu réagis pas à tout trop vite, tu prends donc ta patience et tu prends le temps de digérer l'info, de comprendre les autres, t'élimines 80-90% des problèmes que tu peux rencontrer et te concentrer sur l'essentiel. Bah super. Vu que tu disais la première, c'est-à-dire que j'ai le droit d'en poser une autre? Ouais, dans les 3. J'ai les réponses pour les 3. Hein. Je les ai déjà en tête. Hein. Alors je vais t'en poser juste que une sur 2. Ça te va? Vas-y. C'est entre plus d'argent et plus de temps, tu préférais quoi et pourquoi? Plus d'argent. Ok. Parce qu'en ce moment, cette année, j'ai choisi d'avoir du temps. Et je sais qu'il me faut plus d'oseille. Et puis le temps, ça nourrit pas complètement. Le temps, ça nourrit pas. Le temps, je le prends surtout pour mon fils, qui est très important pour moi. Et c'est très important pour lui que je prenne du temps. Et je pense que je le fais bien. Donc le temps, je l'ai déjà. Je sais l'obtenir. Alors, ce qu'il me faut, là, il faut plus d'argent. C'est plus la partie argent. Ouais, voilà. Et ça va venir. Bah super. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce moment qui était Merci à toi. Vraiment top. J'ai passé Julien. un bon moment. C'était cool. Et si des personnes veulent continuer la papote avec toi, comment est-ce qu'ils font pour te joindre? Ils peuvent me contacter sur LinkedIn. Ok. Sur Instagram, visiter mon site internet, m'envoyer un petit message. Avec plaisir. Donc c'est Julien Le Goff. Julien Le Goff, société Colloque de Chefs. Voilà. Bah super. Merci encore Julien. Merci à toi. Et puis à la prochaine. À très bientôt. Ciao. Salut.